Bonjour à tous, de nouveau en direct du off du Salon des maires avec Anthony Grali qui va nous parler de la question de l'opposition municipale. Communiquer, c'est exister. Alors je rappelle qui tu es, Anthony, consultant en communication politique et stratégie électorale. Tu as été élu conseiller municipal de Retournac dans la Haute-Loire, membre de l'Association européenne des consultants politiques, et tu as cofondé l'entreprise Le Cap Politique qui propose des solutions numériques dont un logiciel sur lequel nous avons échangé tout à l'heure lors de notre première table ronde. Alors, aujourd'hui, lorsque je suis dans l'opposition municipale, Anthony, comment je fais pour exister et pour être écouté? Alors là, pareil, comme tout à l'heure, c'est vraiment une question très vaste parce que ça dépend des oppositions. Mais globalement, on va le voir, c'est compliqué d'exister parce qu'on manque de moyens, de tous les moyens. Et puis, on est beaucoup moins visible. Et puis surtout, il y a tout un aspect logistique dans la communication qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que communiquer quand on est tout seul, c'est beaucoup plus compliqué que quand on a toute une base pour relayer notre message. Donc, il y a un vrai travail à faire et on va le voir dans la présentation, c'est-à-dire que de la claque électorale ou de la défaite électorale selon le résultat qui est arrivé, on ne va pas du tout communiquer de la même façon durant le mandat. On ne va pas communiquer de la même façon aujourd'hui en 2021 que nous communiquerons en 2025 à la veille des élections. Quand on est dans l'opposition, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand on dit communiquer, c'est exister, c'est plus une question. Ça va dépendre de l'élu, ça va dépendre de l'opposition, ça va dépendre, comme l'a dit hier Émilie Chalas durant la table ronde où on a beaucoup parlé de l'opposition, du comportement de la majorité. Si vous avez affaire à une majorité raisonnable, raisonnée, qui vous laisse la parole et qui entend vos idées et qui les prend en compte, ça peut très bien se passer. À ce moment-là, ce n'est pas du tout une communication qui va être offensive. Si vous avez affaire à quelqu'un qui va être plus dogmatique, très politique et qui veut vous écraser politiquement, à ce moment-là, vous allez devoir avoir une communication qui va être offensive, certes, mais pas énervée ou nerveuse. Et c'est ce qu'on va voir dans la présentation de ce moment. Alors, première chose à faire, c'est un petit peu un gimmick, une répétition dans beaucoup de nos ateliers. Il faut toujours faire le bilan post-élection. On a tendance à le faire quand on gagne, et c'est plus facile à faire quand on gagne, parce qu'on se dit, waouh, on a super bien fait, on a gagné. Néanmoins, quand on perd, oui ou pas, il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire, c'est vrai, même quand on gagne avec beaucoup de pourcents. Néanmoins, il faut quand même faire ce petit bilan post-élection. Il faut identifier ses électeurs, parce que si vous êtes élu au conseil municipal, peu importe le nombre de personnes derrière vous, c'est quand même que vous avez réussi à mobiliser une partie de la population qui vous fait confiance. Ensuite, il faut construire votre message. Le message, il est important parce que c'est ce que vous allez porter durant les prochaines années. Et plus il est porté un peu tôt, plus il est clair, plus il est compréhensible et cohérent, mieux ça sera pour votre potentielle future candidature, si candidature il y a. C'est une question qu'il faut se poser. Et ensuite, travailler son plan. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, et on le sait chez Lidon en 2020, qui sont venus nous voir 5-6 mois avant l'élection municipale pour nous dire « Est-ce que vous pouvez nous accompagner ?» 5-6 mois avant le scrutin, c'est un peu tard. C'est déjà un peu tard. En général, les candidats victorieux qu'on a accompagnés, c'est ceux qui sont venus nous voir bien avant, qu'on a pu conseiller, qu'on a pu accompagner, qu'on a pu former. Et ben, c'est exactement pareil. Même si vous avez perdu cette année, si vous souhaitez gagner dans le futur, le but, c'est d'être prêt le plus tôt possible. Alors, comment être prêt? Ça va être difficile de faire ça en 20 minutes, mais on va essayer en tout cas de voir les bases. Et puis, si vous êtes dans l'opposition, on accompagne beaucoup de groupes d'opposition. Moi, je sais que chez Lidon, j'en ai déjà quelques-uns. Et moi, c'est toujours un plaisir d'accompagner les élus d'opposition parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que les autres pour communiquer, pour l'emporter. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes dans l'opposition et que c'est un petit peu, si je peux me permettre, la galère. Voilà. Ce bilan post-élection municipale, important, il ne faut pas le négliger. Même si on est en 2020, même si vous le faites début d'année prochaine, ne négligez pas ce bilan. D'accord? C'est là-dessus qu'il faut se baser pour construire une stratégie solide. Votre liste, si elle s'est inclinée, quelles leçons pouvez-vous en tirer? Est-ce que votre communication elle a été mal perçue? Est-ce que votre personnalité, elle passe mal? Dans votre organisation de campagne, il y a peut-être des choses qui ont dysfonctionné. Il y a sûrement des choses qui ont dysfonctionné. Quelle est l'ampleur de la défaite électorale sur différents aspects? Le moral de votre équipe. Si ça se trouve, votre équipe n'en peut plus de vous, elle ne veut plus entendre parler de politique parce que ce n'est pas des pros de la politique et ils n'en veulent plus. Le moral des électeurs et de vos soutiens, même vos électeurs, ils ont cru en vous. Alors, s'ils ont pris une grosse claque politique, ça peut aussi les décourager.
À vous aussi, durant ce bilan, de voir ce qu'il en est. Les écarts de score avec les élections précédentes. Important, ça vous permet d'avoir une unité de mesure, une petite échelle, si je peux me permettre, de voir, comparer aux autres oppositions, quel score avez-vous fait par rapport aux précédentes municipales ou aux précédentes départementales. Et enfin, un petit audit, un petit bilan d'image. Qu'est-ce qu'on dit de vous dans votre collectivité, dans votre commune, sur votre mandat, pour savoir ce qui cloche. Et ça, c'est vraiment important. Alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, on fait le bilan. Vous avez la légitimité d'élu local. Vous êtes dans l'opposition, mais vous êtes un élu local. Vous avez récolté des suffrages, en tout cas assez, pour être au conseil. Une partie de la population vous a fait confiance. Vous avez des possibilités d'intervention. Vous devenez une espèce de vigie citoyenne au sein du conseil, puisque vous n'avez pas forcément le pouvoir d'imposer des projets, le pouvoir de les mener, de les diriger en commission, mais vous avez ce pouvoir, comme on dit aux États-Unis, check and balance, c'est-à-dire de regarder que ce qui a été promis est fait et bien fait dans l'intérêt général et fait avec transparence. Et pour ça, vous avez 5 ans. Et ces 5 ans vont vous aider à préparer la prochaine échéance municipale. Je dis bien municipale. Mais vous avez un manque de moyens. Vous ne disposez pas de moyens financiers de la collectivité. Vous ne possédez pas la force de frappe logistique de cette collectivité. Vous n'avez pas non plus de ressources humaines à disposition, si ce n'est quelques militants et quelques partisans qui ont été sur votre liste. Et vous avez un manque de ressources politiques, c'est-à-dire pas de pouvoir décisionnel. Le pouvoir politique n'est pas entre vos mains et vous ne bénéficiez pas du même niveau d'information que les élus de la majorité, c'est-à-dire qu'eux ont les projets dans les mains, ils ont toutes les infos, ils ont tous les budgets, et vous ne les avez que dans un second temps. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose à toujours prendre en considération lorsque vous intervenez, lorsque vous communiquez. Et il y a une méthode pour le faire. Alors, identifiez vos électeurs. Alors, pourquoi ? Parce que ça fait partie d'une stratégie de mobilisation. On en a parlé vaguement dans le webinaire avant, même si ce n'était pas le sujet. La mobilisation électorale, elle commence très tôt. Plus vous avez un socle solide, plus vous serez à même de l'élargir par la suite. Si vous commencez pas aujourd'hui à identifier vos électeurs, vous ne saurez même pas quel message leur adresser pour les mobiliser après et élargir votre socle électoral. Ça, c'est les règles de base de stratégie électorale et de communication politique. C'est une règle, mais on l'applique et on l'adapte, je l'y donne en fonction de votre proposition, en fonction de votre collectivité, bien sûr. Alors, comment on identifie ces électeurs? C'est une version extrêmement raccourcie. Le processus est normalement beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, beaucoup plus étoffé dans le détail et dans le plan. Néanmoins, en 20 minutes, on va faire l'essentiel. Le premier cercle, comment est-ce qu'on pose votre précédente équipe de campagne, le cercle vraiment restreint, les élus qui vous accompagnent actuellement dans l'opposition, vos anciens colistiers et vos anciens soutiens. Avec ça, déjà, vous avez une bonne base pour commencer à travailler une mobilisation. Et ensuite, la partie citoyens et médias, tous les citoyens que vous avez rencontrés qui se sont montrés à peu près favorables, de potentiels donateurs, qu'ils soient intéressés ou non par la réduction fiscale liée aux donations politiques, et enfin les relais d'influence, c'est-à-dire que si vous êtes à même de fournir un petit communiqué de presse aux journalistes ou une petite interview après chaque conseil municipal, vous avez moyen de vous les mettre dans la poche, ce qui pèsera énormément au moment des élections. Sachez-le, pour les journalistes, certes, il y a un devoir d'information, mais ils ont aussi le devoir de vendre leurs médias, leur place. Et donc, pour ça, il faut faire du clic, de la visite, il faut faire de la lecture. Et pour ceci, il faut avoir des relais d'influence. Animer cette communauté, une fois que vous avez mobilisé, vous devez l'animer en utilisant des messages ciblés. D'accord ? Évitez les communications trop générales. Alors, effectivement, une newsletter générale, oui, c'est important. Néanmoins, trop de généralité, ça tue l'animation de communauté. On en parlera sans doute avec Valentine dans l'après-midi sur les réseaux sociaux, mais des messages pas assez ciblés, pas assez calibrés, c'est moyennement bon sur le long terme. Voilà. Interrogez régulièrement votre base, savoir s'il continue de vous suivre. Rien de pire pour un leader que de ne pas être suivi par sa base sur un projet essentiel. Voilà. Et structurez régulièrement vos équipes, c'est-à-dire donner des attributions. Sachez qui fait quoi dans votre équipe. Rien de pire aussi qu'une équipe municipale d'opposition avec un leader d'opposition qui parle énormément en conseil, qui s'exprime dans les tribunes, mais qui ne laisse pas la place aux autres, qui ne leur donne pas soit une compétence particulière au sein de l'équipe, président, trésorier, vice-président, chargé des idées, ou encore une place sur une thématique. Voilà, chacun a
ses origines sont passées avec des expériences professionnelles ou associatives, et elles peuvent contribuer à votre dynamique d'opposition. Voilà, quelqu'un qui a été PDG d'une grande PME, d'une PME en tout cas, ou d'une grande entreprise et qui est dans l'opposition, il a forcément une expertise sur le monde entrepreneurial, sur le management. Et ça, vous pouvez vous en servir pour mener votre opposition. Varier les outils et les canaux. Là, c'est la partie un peu plus communication, mais on reste dans l'animation, à savoir les réseaux sociaux, dont je vous l'ai dit, segmentez votre approche par tranche d'âge. Ça ne veut pas dire faites de la publicité ciblée. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis, d'accord ? Surtout que dépendre d'algorithmes de Facebook, ce n'est pas la meilleure idée en termes de communication. Ce que je vous dis plutôt, et ce que je pense Valentine va vous confirmer, qui est experte en réseaux sociaux et en digital cet après-midi, c'est plutôt adapter votre message à votre cible en choisissant le bon réseau social. Si vous voulez parler aux jeunes de 18 à 25 ans, n'allez pas sur Facebook, d'accord ? C'est plus le moment. Voilà. Facebook, c'est pour les vieux, c'est ce que tu es en train de dire. Alors, c'est pas pour les vieux, c'est pas pour les vieux, mais je reprends une phrase qu'avait dit Gauthier Guignard et que j'aime beaucoup. Facebook, c'est le TF1 des réseaux sociaux. Et je trouve cette assertion vraie, à savoir qu'aujourd'hui, vous voulez aller toucher des plus jeunes, c'est plus sur Facebook qu'il faut aller, puisque Snapchat, Instagram, parce que les jeunes ne vont plus sur Facebook pour deux raisons. Premièrement, parce que leurs parents y vont, et deuxièmement, parce que leurs parents y sont. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être traqués, checkés par leurs parents qui vérifient leurs faits et gestes sur les réseaux. Donc, au fur et à mesure que les parents, qui sont des élus locaux peut-être ici, vont aller sur des réseaux sociaux, vont s'intégrer sur Instagram, les jeunes migreront sur d'autres plateformes. Et ces nouvelles plateformes, Valentine en parlera cet après-midi avec bien plus de détails que je ne peux le faire aujourd'hui dans cette petite présentation de 20 minutes. Donc, on l'a dit, varier les canaux, ne pas négliger la présence du terrain. On en a parlé tout à l'heure durant le webinaire sur la concertation. Le numérique ne fait pas tout. D'accord ? La proximité numérique, ce n'est pas une chimère, ça existe vraiment, mais cette proximité numérique, toutes les sciences humaines vont dans le sens qu'il faut vraiment aussi un démarrage humain. D'accord ? Cette approche qu'on a chez Lidon, qu'on a développée, on la base sur de l'expérience de terrain, mais on la base aussi sur les neurosciences, sur les sciences de l'information et de la communication qu'on a adaptées. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas une présence humaine, si c'est que du contact numérique du début à la fin, j'ai envie de vous dire, il y aura un début et ce début sera une fin. Alors que si vous avez un contact humain et que ce contact humain est enrichi par un logiciel, par de la conversation numérique, optimisé par des messages ciblés, là, vous avez bon. Là, vous mobilisez. Alors que si vous faites que du numérique, ce n'est pas bon, d'accord ? Donc, même moi qui fais du logiciel, je vous dis, si vous ne faites pas de terrain, votre logiciel, il ne vous sert à rien. Voilà. Après, est-ce qu'il est normal de dire à un élu, vous devez faire du terrain ? Voilà. Ça fait partie du job de faire le terrain. Si on ne fait pas de terrain, on n'est pas élu. Exactement, c'est un peu ce que je veux dire. Alors, certaines fois, on n'a pas toujours le temps de faire du terrain, mais on trouve toujours 1 heure, 2 heures. Là, je prends l'exemple du logiciel Civis qu'on a présenté tout à l'heure. 5 élus en une journée ont pu faire 200 personnes. 200 personnes, c'est quand même énorme sur une journée par 5 élus, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas un fonctionnement de logiciel, qui n'avaient jamais fait de vrai terrain auparavant, c'était leur première sortie de terrain. Et ça change la vie d'aller sur le terrain parce qu'on a des vrais retours. Et les citoyens, premièrement, ils vous identifient. Deuxièmement, ils discutent avec vous. Ils vous voient ouvert à la discussion. Ils vous voient sur le terrain. Donc aujourd'hui, je vous dis, ne négligez pas la présence terrain et encouragez l'engagement avec des newsletters régulières. D'accord ? Parce que pour avoir des gens à vos réunions, il faut les informer avant. Il faut qu'ils soient informés correctement. Il faut qu'ils soient participants. Il faut qu'ils soient inclus. Maintenant, la partie plus communication. Comment est-ce qu'on construit le message ? Alors pareil, construire un message politique, notamment en opposition, normalement, moi, ça me prend un peu plus de temps, ça me prend de l'analyse. Là, c'est une présentation. Donc, si vous voulez plus de détails, si vous voulez quelque chose d'adapté complètement à votre situation politique, contactez Lidon. Ce sera un plaisir de vous faire une analyse et en tout cas de voir avec vous, d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Ce qu'il faut, c'est un message cohérent. D'accord ? La communication d'une opposition, elle est plus compliquée dans les moyens et dans sa mise en place, parce qu'on est dans l'opposition, mais elle est plus simple parce qu'on peut aussi se positionner beaucoup plus facilement par rapport à la majorité. Donc, il faut un message cohérent qui montre le contraste et qui donne en même temps un appel au changement. D'accord ? C'est-à-dire, je suis différent, j'ai un élément différenciant de la majorité, mais je le contraste bien et j'appelle les gens à me rejoindre sur ce contraste-là. Il faut quand même donner l'impression qu'on représente un courant dominant au sein de la population.
D'accord, il ne faut pas montrer qu'on est isolé et qu'on représente seulement une frange. Ça peut faire c'est un peu comme ce qu'on peut voir sur certaines élections aux États-Unis, où on va viser, d'un point de vue communautariste, au sens mauvais du terme, qu'une certaine partie de la population parce que c'est elle qui vote pour nous. Vous êtes dans l'opposition, vous avez certes un électorat, vous l'avez identifié, vous l'animez, mais vous devez être capable de montrer une autre image, celle de quelqu'un qui n'est pas sectaire, qui n'est pas clivant. D'accord ? Même si vous avez un élément différenciant de la majorité. Le plus important, et c'est aussi le plus compliqué, et c'est pour ça qu'on vous invite souvent à prendre contact avec des consultants, travailler sur le timing et l'intensité de votre campagne dès aujourd'hui. Parce que le timing, s'il est mauvais, même si votre travail est bon, vous passez à travers. Si vous délivrez le bon message aux bonnes personnes, mais pas au bon moment, vous manquez le coche. Et quelqu'un sortira le même message aux mêmes personnes au bon moment, et vous serez hors jeu. Et là, ça serait très dommageable pour tout le travail que vous avez déjà fait. Et enfin, ça, c'est le petit plus Lidon, c'est le petit conseil pour une campagne de com basée sur 6 aspects, pour bien travailler son opposition. L'aspect popularité. La popularité, ça se travaille, d'accord ? Vous avez beau être quelqu'un de pas forcément très sympathique de premier abord, vous et votre équipe pouvez être populaire par vos propositions, par votre positionnement, par votre façon de vous battre ou d'informer les gens. Vous pouvez devenir populaire. La popularité, ce n'est pas quelque chose qui est inné. On le travaille et ça vient avec le travail, un travail de développement personnel, un travail de communication. Juste après, on voit le charisme et l'aisance en public, en particulier à l'oral. Et nous avons juste après Hervé Franceschi qui va faire une présentation sur l'aisance à l'oral, sur comment être impactant en webinaire, notamment. Voilà. Donc, pareil, on a des coachs en aisance oratoire chez Lidon, en média training, en prise de parole en public. C'est très important. On ne peut pas arriver comme ça, comme une fleur sur une scène et balancer un message sans être vraiment à l'aise parce que les gens ne retiennent que 7% de ce que vous allez dire. D'accord ? C'est également le cas pour vous aujourd'hui. Entre ce que je vous raconte là au micro et la présentation PowerPoint, vous n'allez retenir que peu de choses. C'est pour ça que j'essaie d'être un peu concis. La maîtrise de la communication et des médias. Alors forcément, on a parlé des relais d'influence tout à l'heure, mais si vous communiquez mal, vous avez beau être un bon élu, si vous ne communiquez pas sur ce que vous faites et que vous communiquez mal, personne ne le saura ou les gens ne comprendront pas. Et là, vous allez tomber dans l'oubli, dans les erreurs ou dans l'antipathie générale. Vous allez même parfois susciter des rumeurs, ce qui pourrait vraiment là tuer votre carrière politique, même au niveau local. Un peu plus compliqué parce que ça fait appel à ce qu'on appelle la sociologie et la psychologie politique, à savoir la capacité à incarner et délivrer un message clair. Alors, la capacité à incarner, c'est quelque chose qu'on verra cet après-midi également dans un webinaire sur les élections législatives. À savoir, est-ce que vous êtes cohérent dans votre message ? Est-ce que vous êtes capable d'illustrer et d'incarner ce message? C'est-à-dire, les gens, sans même que vous ayez à ouvrir la bouche, savent ce que vous êtes et ce que vous pensez. Mais je pense que l'alignement de valeurs est important si on veut aller en politique. Et c'est exactement ça. En législatif, parce que la posture que l'on va renvoyer au public, en fait, va dire tout de suite si vous dites la vérité ou non. Exactement. Et quelqu'un qui dit des choses qu'il ne pense pas ou proclame un programme politique en lequel il ne croit pas simplement pour être élu, ça se voit. Ça se voit. Il n'est pas. Moi, dans l'incarnation, j'aime beaucoup l'aspect authenticité. Quelqu'un qui est authentique, qui fait des erreurs, qui fait des bourdes, alors si ce n'est pas des bourdes majeures avec des propos inappropriés, s'il s'excuse ou s'il le fait de façon un petit peu artisanale, ça ne choque pas les lecteurs, au contraire. Bien au contraire, il va se dire cette personne est authentique, elle est vraiment alignée avec ses valeurs, elle ne va pas chercher à se travestir. Disons qu'on ne peut pas défendre les classes populaires et rouler en Porsche. Exactement, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Même si Trump l'a fait d'une certaine façon, mais il avait ce qu'on appelle un ethos, c'est-à-dire une incarnation de travailleur que n'avait pas Hillary Clinton, et c'est d'ailleurs ça qui l'a un peu fait gagner. On ne va pas faire l'analyse électorale, mais effectivement. L'idée, c'est de donner un exemple concret. Exactement, l'image de la Porsche, c'est de défendre les pauvres en même temps. Voilà, on l'a vu avec le garde des Sceaux qui faisait campagne dans le Nord avec une Rolex et des boutons de manchette. Compliqué d'incarner un message social sur un territoire où la question sociale est importante quand vous affichez des affiches en Rolex. Alors, je ne critique pas les gens qui ont des Rolex ou qui ont des boutons de manchette. Je critique le fait que ce n'est pas en adéquation, il n'y a pas de cohérence entre le message, l'incarnation et l'authenticité. Voilà. Donc, on a dit la capacité à incarner un message et le management d'une équipe de campagne formée et efficace. Alors, ça peut vous paraître bateau de dire ça, mais formez-la dès aujourd'hui, votre équipe de campagne.
Parce qu'une équipe de campagne mal formée ou qui pense être formée ou qui croit qu'elle a les compétences, c'est le pire. C'est le pire parce qu'on en a vu chez Eidon des directeurs de campagne qui court-circuitaient des campagnes au point, pour certaines, de presque les faire perdre parce qu'ils pensaient être formés. Ils pensaient être formés, mais je sais, Amine, que ça te fait rire, ça te fait sourire, mais on en a vu à qui on a dû expliquer dans les yeux qu'ils faisaient fausse route, et heureusement qu'on leur a expliqué d'ailleurs. Ben là, c'est pareil. Le management d'une équipe de campagne, ça se prévoit très en amont. Ça se fait en avance. Formez vos spécialistes thématiques, votre responsable mobilisation, votre responsable com, le mandataire financier, peut-être pas tout de suite, mais néanmoins, c'est des choses, votre directeur de campagne, c'est des choses que vous devez faire dès à présent. D'accord ? Entourez-vous de gens de confiance parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et enfin, votre plan d'ici à 2026. Alors, ce plan, il est en 3 parties et je vais vous le montrer, il est très, très simple. Le premier plan, c'est la performance. La performance, qu'est-ce que c'est ? C'est votre capacité à être présent sur le terrain, à être performant, visible. Et pour ça, je vous conseille de faire un diagnostic. Alors, pas un diagnostic de vous, ça vous l'avez déjà fait en amont. Un diagnostic de ce qui se passe dans la commune. Êtes-vous pour ou contre le maire ? C'est une question que vous devez poser aux gens quand vous les rencontrez. Et d'où l'utilité d'un logiciel de campagne ou d'un logiciel de concertation. Si vous posez 3-4 questions, si vous n'avez pas un logiciel, ça va vite être compliqué. Êtes-vous pour ou contre le maire ? Pourquoi on pose cette question ? Parce que c'est très souvent le cas en élection municipale. C'est un référendum pour ou contre le sortant. D'accord ? Donc, posez cette question. Êtes-vous pleinement satisfait par la politique municipale actuelle ? Alors, les gens vont vous dire oui, vont vous dire non, mais vous allez pouvoir pousser un peu le vice plus loin, à savoir, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer ? Et ça vous permet, vous, d'avoir des points d'accroche pour votre communication, pour votre stratégie. Là, cette partie diagnostic, elle est capitale. Si vous ne la mettez pas en place, vous allez avoir une stratégie bancale parce que c'est comme si vous construisiez une maison sur un terrain sans fondation. À la première pluie, ça va s'effondrer. Ensuite, demandez-vous et demandez aux citoyens qu'est-ce qui est important pour eux. Quelle est la priorité pour la commune à leurs yeux ? Déjà, ça vous permet, avec ces 3-4 questions, d'avoir une bonne base de travail. Ensuite, c'est donc l'objectif, bien sûr, de bâtir une stratégie efficace. Ensuite, c'est la démarche. La démarche, elle est aussi efficace que le diagnostic, c'est-à-dire aller à la rencontre des citoyens, ce qu'on disait avec Amine tout à l'heure. Ça vous permet d'être vu, de dialoguer et de récolter les avis. Et si vous le faites de façon régulière, alors vous n'allez pas faire toute la commune d'un coup, hein, on est d'accord. Mais si vous arrivez sur un seul jour avec 5 personnes à faire 200 personnes, si vous faites ça régulièrement tous les mois, tous les 2 mois, d'ici à 5 ans, vous allez en avoir du monde que vous allez interroger. Et ça va vous en faire une belle base de travail. Travailler en profondeur. Ce que je veux dire, c'est que la communication, ce n'est pas seulement des à-coups de com et des posts qui durent 1 heure sur les réseaux sociaux. C'est du moyen, long terme après les élections. D'accord ? Essayez de vous projeter. C'est plus difficile à dire ici en webinaire, mais moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un consultant en face de vous, c'est de travailler un peu sur cet agenda, sur ce timing, parce que si vous ratez, si vous travaillez que dans le court terme, vous allez passer à côté de votre campagne, et c'est dommage. Et enfin, structurer son image politique et sa proximité, et trouver les failles. Et ça, pareil, c'est des choses que vous allez voir toujours sur le terrain. La deuxième partie du plan, je vous ai dit, c'est en 3 parties. Deuxième partie, la présence. Après la performance, votre présence sur le terrain. Votre notoriété. Pourquoi votre groupe politique existe ? Est-ce que les gens ils le savent, ça ? Vous le savez. Vous êtes au courant que votre groupe politique il existe, puisque vous êtes maintenant dans le conseil municipal. Par contre, est-ce que les gens, les citoyens, ils comprennent pourquoi vous êtes assis là et quels sont vos objectifs ? Ensuite, d'un point de vue notoriété, mais plus comptable cette fois, quelle a été votre progression en nombre de voix et en pourcentage ? C'est vraiment ces 2 écarts-là qu'il vous faut pour connaître votre dynamique. Une autre sous-partie sur le maillage, calculez votre taux de présence. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien chez Lidon. Calculez le taux de présence de votre maillage dans le tissu associatif local. C'est-à-dire combien de postes au sein des bureaux et des conseils d'administration d'associations occupent les membres de votre équipe. D'accord ? C'est capital pour votre maillage. Aujourd'hui, peut-être que vous n'en avez pas beaucoup. Alors, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler. On a parlé des relais d'influence. On ne va pas avoir beaucoup de temps d'en parler malheureusement plus, mais c'est capital. Et enfin, le nombre d'associations au sein desquelles vous et vos colistiers vous êtes investis, et surtout la diversité des champs d'action. C'est-à-dire, si vos 5 colistiers sont investis dans des bureaux d'associations, c'est très bien. Mais s'ils sont tous dans la même asso ou dans les mêmes assos thématiques, c'est-à-dire le sport, c'est-à-dire qu'ils sont au foot, au rugby, à l'escalade, au tir à l'arc,
vous ne touchez que les sportifs. Et c'est dommage. D'accord? Donc, la sous-étape d'après, c'est cartographier les acteurs du territoire qui sont influents tout en animant votre base de soutien. Et ça vous permettra d'élargir votre maillage et votre notoriété et de vous garantir donc une présence. Et d'arriver à cette troisième partie qui est votre projet. Quand je dis votre projet, je le mets au pluriel, il marche aussi au singulier. Pourquoi? Parce que les gens, ils en ont ras-le-bol de ces listes de courses en période électorale avec les 165 projets pour ma commune. D'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est vous prenez un ou plusieurs projets, vous êtes dans l'opposition, je vous rappelle, vous prenez un ou plusieurs ou quelques projets, mais vous en faites des projets totems. D'accord? Un gros projet qui illustre ou qui incarne l'enjeu de votre commune. Ça peut être la construction d'une gare, ça peut être le passage d'une route nationale, ça peut être un rond-point, ça peut être la construction de logements sociaux, la réfection d'un nouveau stade, la construction d'un gymnase, l'arrivée de professionnels de santé. Vous pouvez être totalement pour ou totalement contre, tant que c'est sincère et animé, c'est-à-dire que vous devez y croire. Donc l'objectif, c'est de mobiliser une base de soutien et vous donner une raison d'avancer et de vous opposer, d'accord? Sans quoi, vous allez arriver au conseil municipal et vous n'allez faire que voter et enregistrer des décisions auxquelles vous n'avez pas participé, ce qui va témoigner d'une chose, votre impuissance et votre incapacité à agir, qui sont très très liés les deux. C'est dommageable pour votre notoriété et pour votre image politique. Donc, c'est important également de se positionner sur ce projet, à savoir célébrer les réussites du projet quand vous l'avez. Quand vous avez trouvé votre projet, il faut le célébrer, il faut montrer que vous avez réussi et expliquer en quoi ce projet il vous tient à cœur. D'accord? Si c'est la destruction d'un patrimoine un peu historique, iconique sur votre commune pour construire, pour construire autre chose, vous devez quand même vous y prendre à deux fois. Ça, pareil, c'est du cas par cas. Prenez-y garde. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Hamid, bien sûr, je te laisse Merci. aux questions. Et si le public a des Merci questions, beaucoup, Anthony. Écoute, le temps tourne très, très, très vite. Donc, on a un autre webinaire. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on est dans l'opposition municipale, mais cela ne nous empêche pas de ne pas exister. Et c'est important, justement, d'occuper, comme tu l'as expliqué, l'espace, le terrain, mais aussi les réseaux sociaux et d'incarner une opposition qui pourrait demain prendre le pouvoir. On est bien d'accord? On est bien d'accord que tout, en fait, est une structure. Votre candidature d'opposition est une structure. Votre incarnation de l'élu d'opposition, que vous soyez candidat aux prochaines élections ou non, est une structure. Vous devez commencer par le bon diagnostic, les bonnes cibles, les bons projets. Tout ce qu'on a mentionné dans ce webinaire, en soi, en somme, c'est une structure de communication. Voilà. Merci beaucoup, Anthony, pour ce webinaire. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous attendons Hervé Franceschi pour le prochain webinaire. Et justement, c'est un atelier qui va vous proposer de réaliser un webinaire percutant. Merci, à tout de suite.